Cette semaine, je m'entretiens avec Christian Maranda. Christian a œuvré pendant 17 ans au sein des Forces armées canadiennes. Aujourd'hui, jeune retraité, il nous raconte son histoire au sein des Forces, notamment la journée du 1er août 2009 en Afghanistan. Christian, qu'est-ce qui vous a amené à vous enrôler dans les Forces armées? Dominique, c'est une question facile à répondre. J'ai toujours voulu être dans les Forces canadiennes. Quand j'étais tout petit, mon voisin, c'était un gars du premier commando qui revenait de l'Allemagne, puis il me racontait ses histoires. Puis il racontait ses histoires à mon père. Puis je voyais mon père qui était impressionné par ces histoires-là. Fait que moi, je voulais impressionner mon père, donc par personne interposée, la piqûre était là. Lorsque j'avais 16 ans, le processus de recrutement était plus difficile à cette époque-là, 95-96. Donc, on m'a conseillé d'aller dans la réserve pour après ça transférer au sein de la régulière. C'était une façon de faire. Et puis, 96, à 17 ans, je m'enrôlais au Voltigeur de Québec, ici. Et quel était votre plan de carrière au départ? Faire le plus de missions possible. Au sein des forces, faire évidemment une belle carrière, une longue carrière. C'était ça, l'idée du pourquoi j'étais entré dans les forces. C'était pour partir, servir le pays, mais voyager, aller à l'étranger, puis faire ce que je considère encore être un des plus beaux métiers du monde partout sur la planète. Et quand vous dites faire des missions, qu'est-ce qui vous allumait dans le partir en mission? Bien, il y a plein de choses. Ça commence par le défi, l'aspect un peu aventure, le danger, mais aussi l'exotisme. On va dans des endroits qu'à peu près personne ne va, donc c'est un petit caractère un peu exotique. C'est un peu toutes ces choses-là, mais je pense que le défi puis le désir de me prouver à moi-même que je pouvais me mesurer aux gens qui connaissent la guerre, qui ont vécu dans ces endroits-là. Tout à fait. Justement, parlons de votre mission. Je ne dirais pas votre première mission, les gens comprendront, mais parlons de votre première mission en Afghanistan en 2009. Comment on se prépare à cette mission? C'est votre première mission. Comment on se prépare au plan familial, au plan mental, au plan social, parce que vous allez être quand même plusieurs mois sans voir vos amis? Oui, c'est certain. Puis non seulement la mission, mais la période qu'on va appeler la montée en puissance, ce qu'on n'est jamais à la maison pendant au moins 6 mois. Ça a été une montée en puissance de 18 mois, mais les derniers 6 mois, on n'était pas souvent à la maison aussi. Parce que vous êtes en exercice. En exercice, c'est ça, Wainwright, au Texas, à gauche et à droite. Comment on se prépare? Psychologiquement, c'est sûr que c'est un peu difficile. Est-ce que c'est parce que c'était une première mission ou parce que c'est juste difficile d'appréhender l'Afghanistan? C'était un monde totalement différent du monde qu'on a ici. Puis je pense que ceux qui ont vécu les autres missions par le passé avaient une idée aussi un peu... c'était difficile pour eux aussi, je crois, là, bien humblement, d'appréhender ce à quoi on allait avoir à faire face. C'est un conflit armé où ce qu'on en a à être, c'est un terrain de chasse. Donc, un peu plus difficile. Au niveau avec les enfants, c'est sûr que on prépare nos petites vidéos au cas où qu'on ne vienne pas. Et vous en aviez tourné J'en avais des préparé des petites vidéos, parce que je racontais des histoires, puis je racontais des anecdotes, puis tout ça, que j'avais filmé avec une petite caméra low définition, par nos standards d'aujourd'hui. Heureusement, mes filles n'ont jamais eu à voir ces vidéos-là. On s'assure que tous nos papiers sont en règle, que ma conjointe, à ce moment-là, avait accès à tout, pour faciliter la gestion de la famille pendant que j'étais parti. Au niveau des amis, la plupart de mes amis étaient militaires aussi, donc pas nécessairement au sein de l'infanterie, mais différents corps de métier. C'est un non-dit. Je pense autant je me gardais de réserve à savoir qu'est-ce que moi je vivais à l'intérieur, puis autant eux se gardaient un droit de réserve aussi à ne pas trop aller voir gratter le bobo. On est tough, hein? Et comment on rassure sa conjointe? Parce que vos enfants étaient quand même jeunes à l'époque, en 2009. Comment on rassure sa conjointe? Mes enfants, à ce moment-là, avaient 1 an, 3 ans, donc oui, ils étaient trop jeunes. Au niveau de ma conjointe, c'est sûr qu'on la rassure de la même façon qu'on se rassure nous-mêmes. À savoir que même si, on savait qu'à peu près 15% des gens qui faisaient le genre de mission que j'allais faire en revenaient blessés ou morts. Mais ça arrive jamais à nous autres. On se croit invincible.
Oui, puis c'est juste, l'humain est fait comme ça, là, on ne peut pas imaginer que ça va nous arriver. Puis donc, on la rassure de la même façon qu'on se rassure nous-mêmes. On dit, voyons chérie, je suis entouré de une trentaine, quarantaine de soldats armés, des véhicules, j'ai tout, que les gens-là vont me protéger, je vais m'assurer qu'on soit en sécurité à tout temps. La réalité est tout autre, c'est certain. Mais on se conte les mêmes histoires à nous-mêmes qu'à nos proches pour se rassurer, c'est normal. Là. Et est-ce que vous aviez élaboré, est-ce que vous aviez développé une façon de vous séparer, par exemple à l'aéroport? Est-ce que vous aviez déjà pensé à comment je vais les laisser, comment... Ouais, ok. J'aurais aimé, je me rappelle ce qu'on a quitté au bataillon, qu'on quittait nos familles, puis je me disais, j'aurais aimé ça avoir un petit dernier mot, là, qui serait le dernier mot si jamais. Mais en même temps, j'avais tellement la certitude qu'il n'allait jamais m'arriver rien que je me disais, tu sais, Donc non, j'avais pas préparé à mon... je suis pas fier de le dire, mais j'avais pas préparé quelque chose de bien poignant, bien senti. C'était peut-être une façon de vous protéger aussi. Sans aucun doute. Je pense que de l'avoir fait de façon formelle, ça aurait été un peu admettre le doute. Il n'y avait pas de doute. Vous êtes arrivé en Afghanistan, dans le fond, vous avez atterri, vous avez débarqué en Afghanistan à quel moment? De mémoire, le 3 avril, qu'on débarquait, 3 mai 2009, qu'on débarquait à ce qu'on appelle CAF, Kandahar Airfield, donc la grande base qu'on avait là-bas. Et le 5, on était sur notre base d'opération avancée, qui s'appelait Wilson à ce moment-là. Et lorsque vous êtes arrivé en Afghanistan, la réalité, est-ce que c'était ce à quoi vous vous attendiez, ce à quoi vous vous étiez préparé, ou c'était complètement différent? Je ne peux pas dire que c'est complètement différent. L'entraînement est aussi réaliste qu'il peut l'être, mais évidemment, la réalité est quand même tout autre. Hein. C'est un peu passer de l'école à la vraie vie. Il y a un monde de différence, mais en même temps, il y a des ressemblances, puis il y a des choses, nos réflexes sont bons. Mais non, il n'y a rien qui peut te préparer à la chaleur, à l'odeur, au bruit, aux gens. Je me rappelle, je compte une anecdote, on était... La première fois qu'on sort en patrouille de notre base d'opération avancée, à ce moment-là, avec les gars du RCR, du Royal Canadian Regiment, qu'on allait remplacer. Donc là, nous faisaient une visite de la zone. Donc, on était embarqués avec eux, puis on embarque sur Ring Road South, qui est un peu l'autoroute de l'Afghanistan, parce qu'il y a des maisons à gauche et à droite, et puis on arrive où il y a un bazar, et là, on doit s'arrêter, puis juste devant moi, il y a un troupeau d'hommes afghans. Puis ils me regardent avec le regard, pas le regard lorsqu'on va dans un bar, puis on est on a un coup dans le nez, puis on veut jouer rough. Pas ce regard-là, pas le regard du je vais te faire mal. C'est le regard. Disons-le, oui. Ouais, puis je me rappelle de m'être senti tout petit dans mon camion, mon blindé léger, entouré d'hommes armés avec la capacité de raser le village au complet si ça me tentait. Mais je m'étais senti tout petit. Puis ça, c'est la première fois. Puis là, quand je suis revenu à la base, je me rappelle, je disais, hey, OK, là, ça peut plus arriver, ça. Là, tu le sais, c'est comme ça. Fait qu'on va se préparer. Puis les fois d'après, là, j'avais ressorti mon côté agressif pour... sans nécessairement que ça paraisse, mais pour pas que ça paraisse que moi, j'étais intimidé. Non, là, je voulais renverser un peu la vapeur. Mais la première fois, ça m'avait marqué. Là. OK, là, c'est vrai. Là. Il y a des gens qui ne nous aiment pas ici, puis ils ne nous aiment pas du tout. Là. Alors, il n'y a rien qui peut te préparer à ça. C'est-à-dire un entraînement. C'est un entraînement. C'est vrai. Puis pour eux, les gens, les Afghans qui vivent ici, là au quotidien, pour eux, c'est la vie. C'est leur vie qui en dépend. Là. Fait que oui, ils jouent pour gagner. Là. Quel était votre rôle, plus précisément, en Afghanistan? Oui, là-bas, j'étais commandant d'un peloton d'infanterie mécanisée au sein du groupement tactique. Donc, notre mission était de perturber l'action des insurgés dans les zones d'influence qui nous étaient attitrées. S'assurer que les insurgés ne puissent pas s'organiser de façon à mener des attaques organisées dans pratiquement Kandahar City, la grande ville. Donc, beaucoup de patrouilles, puis aussi beaucoup cogner à la porte des gens, là, puis faire des inspections, puis tout ça. Chercher les insurgés où ils sont,
pour s'assurer qu'ils n'aient pas la capacité de s'organiser eux-mêmes de leur côté. Et vous aviez une équipe? Oui, une cinquantaine de soldats d'infanterie, quelques ingénieurs spécialisés en déminage, évidemment. Puis, en fonction des missions, il peut y avoir d'autres éléments attachés, que ce soit des tireurs d'élite, que ce soit des gens de l'intelligence ou des gens, des psy-op qu'on va appeler, là, qui sont spécialisés dans la guerre psychologique. Parlez-moi du 1er août 2009. 1er août 2009, une mission, on s'est fait donner comme peloton une mission récurrente, une mission standard, une mission de routine. Escorter un convoi qu'on se donnait là, d'un peloton à l'autre de semaine en semaine comme mission, aller escorter un convoi qui allait amener des vivres aux Canadiens qui vivaient avec des soldats afghans sur un de leurs camps. La planification de cette mission-là est un petit peu différente de par le passé parce que j'étais revenu de vacances. J'avais pris mes vacances là, de mission là, fin juin, début juillet. Puis lorsque j'étais revenu en début juillet, j'avais l'impression qu'on avait perdu le contrôle de la zone qui nous entourait. On se faisait tirer régulièrement sur le camp alors que ça n'arrivait pas. Il y avait les postes de police se faisaient engager tous les jours à peu près, alors qu'avant, ça n'arrivait pas. On avait beaucoup de difficultés à se déplacer puis à aller chercher le contact. Les gens, j'avais l'impression qu'on avait perdu un peu le contrôle sur cette zone-là, pour un paquet de raisons. Et puis, en planifiant cette opération-là, le soir d'avant, je m'étais dit, j'avais expliqué à mes sergents, mon adjudant, tu sais, dernièrement, on passait par le désert avec nos véhicules. Hein? On ne prenait pas les routes parce que c'était rendu dangereux, c'était toujours miné. Puis, je dis, demain, ce qu'on va faire, on va passer par la route, puis si vous voulez, on va revenir par le même chemin. On le sait, ils vont nous attendre, on le sait. On est les gars les mieux entraînés à la ronde pour gérer ça. Puis on va leur montrer qu'on n'a pas peur de passer par le chemin. Et ça, on est sa défensive. Fait que tout le monde on s'entend là-dessus. Puis on élabore le plan. Fait que c'est une façon un peu différente de par le passé. Le lendemain, le 1er août, à l'aller, évidemment, il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. Ils ne savent pas qu'on va passer par ce chemin-là qui est Ring Road South. Entre la Fort Wilson et Sanjare est emprunté par des milliers d'Afghans tous les jours. Donc, pas de problème. Je me rappelle très bien qu'on va livrer les vivres et tout, le pétrole, puis ces choses-là. Je me rappelle de blaguer avec un de mes sergents en quittant la FOB, puis en disant « Hey, là, tu sais, ça s'en vient, là, watch out ». Fait qu'on va y aller tranquillement, on va faire notre travail. Donc, on est à mi-chemin à peu près, sur le chemin du retour, lorsqu'une première explosion qui survient à l'arrière de mon véhicule, mais devant le véhicule qui me précédait. Donc, entre les deux. Pas de danger, pas de blessés. Une bonne explosion là, sur la route qui est faite en béton. On essaie de débarquer pour aller inspecter, voir le site pour être sûr que c'est sécuritaire. Il ne faut pas oublier que c'est l'autoroute de l'Afghanistan. Là. On ne peut pas laisser un trou là, on ne peut pas laisser quelque chose de dangereux, ne serait-ce que pour les Afghans, les locaux. Là, à partir de là, mes souvenirs sont un petit peu moins précis. Et je m'en excuse. Je me souviens que, on voyait très bien là, les contenants qui contenaient l'explosif. Il en restait encore dans le trou. Je me rappelle que ma réflexion avant de débarquer est de dire « Bon, Chris, c'est toi qui y vas ou c'est qui va superviser tes ingénieurs? » Parce Chris, que moi-même, étant moi-même. Okay. Chris, c'est moi, ça. OK, vous parliez à vous. Je me tourne à moi-même, Oui, Chris. d'accord. Mais, parce que, j'avais 2 ingénieurs de combat avec moi. Leur commandant était en vacances lui aussi. Mon adjoint est en vacances. Donc, c'était soit moi, j'allais les superviser sur le terrain, ou j'envoyais un de mes sergents. Bon, entre moi et mes sergents, on connaît les mêmes choses. Fait que je dis, on y va. C'est moi qui vais y aller. Fait que je débarque avec mes 2 ingénieurs, puis je laisse un de mes hommes près du véhicule pour relayer les signaux, mais caché. Pour que si jamais il arrive quelque chose, il y a le moins de personnes possible qui se fassent toucher. Alors, mes 2 ingénieurs, là, sapeur Mathieu Allard, caporal Christian Bobbitt, font leur procédure. Puis je me rappelle dans ma tête que je disais, comment je vais remplir la paperasse pour. Tu sais, c'était rendu routine, hein, tu sais, ces incidents-là arrivaient régulièrement. Puis c'était rendu un peu routinier. Puis je me rappelle d'être fâché un peu parce que, comment que je réexplique qu'il en reste encore, puis qu'il va falloir les faire sauter. Puis
En train de réfléchir à tout ça, puis Mathieu, Christian travaille sur le site. Puis là, à un moment donné, quelque chose dans ma tête gut feeling qui s'est allumé, un sixième sens là, qui m'a dit quelque chose qui marche pas, quelque chose qui va pas, puis là, quelque chose qui me fâchait. Puis là, je disais à Christian, Mathieu, venez-vous-en ici, j'aime pas ça ce que vous êtes, puis il y a quelque chose que je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Bang! Troisième, là, un autre engin qui explose à ce moment-là. Celui-là était sur le côté de la route, puis orienté de façon à ce qu'il explose à l'horizontale et non pas à la verticale. Il était fait pour frapper les gens à pied qui allaient travailler sur le premier. Christian Mathieu était à quelques pieds de moi à ce moment-là. Christian Mathieu sont décédés instantanément. Ils n'ont pas, ça se passe vite, hein? Ils n'ont pas eu le temps de sentir ou de voir ils sont partis comme ça. Puisqu'ils étaient en diagonale face à moi, ben moi, ils m'ont protégé. Ils m'ont protégé. Moi, ce que j'ai reçu, là, c'était les fragments de tout ce qu'il y avait dans l'explosif, mais aussi autour, puis le souffle. J'ai volé là, une trentaine de pieds. Moi, je me suis réveillé à ce moment-là au sol. Moi aussi, je n'ai pas vu l'explosion. Ça se passe trop vite. Trop vite. Dans les films Hollywood, il y a beaucoup de feu, puis c'est très ralenti. Mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus impressionnant parce que c'est beaucoup plus rapide. Je me réveille par terre. Là, je suis sur le dos, je relève ma tête, puis là, je vois que, il y a 2 secondes, Christian et Mathieu étaient là. Ils sont plus là. Puis là, quand j'ai vu qu'ils n'étaient plus là, je suis venu fâché, une colère noire, là. J'ai vu rouge, parce que je me disais, il y a quelqu'un qui a touché à mes gars. Puis là, j'essaie de me relever, de trouver mon arme, parce que je me dis, là, il faut que tu te battes, on va régler. Évidemment, je ne peux plus me relever. Mon bras ne fonctionne plus. Tout est sectionné. Mon bras, il ne répond plus. Mon arme est disparue. J'ai plus de casse. On n'a jamais retrouvé ces morceaux-là. Puis là, j'essaie de me relever. Puis je vois que mes 2 jambes ont des angles impossibles. J'ai l'odeur de poudre dans le nez, l'odeur de sang. J'ai la moitié du visage ici là, qui n'est plus là. Puis là, tranquillement, on sent que le sang évacue le corps. Là, on le sent que ça baisse. À chaque battement de cœur, tu as moins d'énergie. Puis ouf. Rapidement, j'entends mes gars qui viennent. Je me rappelle, j'avais encore l'écouteur qui pendait au bout du fil. Puis là, ça disait « Boss, t'es où, boss? » Quand il y a une explosion comme ça, à l'horizontale, ça fait énormément de poussière, un peu comme lunaire, qui reste en suspension. Fait qu'on voit rien. Fait que moi, j'étais caché dans la poussière aussi. Les gars, ils ne me voyaient plus. Il y a une seconde, tout le monde était là, puis la seconde d'après, plus personne. Les gars étaient super, ont réagi de façon extrêmement professionnelle. Ils sont embarqués sur moi, garrot, procédure de médicale. Ça a été fait très, très rapidement. Puis ça, malgré le fait que, moi, j'étais le commandant, là, je venais de tomber. Les 2 ingénieurs, ils viennent de tomber. Donc, mon adjoint est en vacances. Le commandant du peloton, ça tombe être un sergent, qui là, il vient de monter de pas mal d'échelons. Puis là, pour faire la procédure, pour sécuriser, pour aller s'occuper des gars, ben là, c'est plus des ingénieurs, c'est des fantassins. Mes gars, ils ont réagi incroyablement bien. À peu près 57 minutes après l'explosion, l'hélicoptère atterrissait pour venir me chercher. J'étais chanceux dans tout ça parce que, bon, il y avait déjà un hélicoptère qui était en vol pour une priorité plus basse que la mienne. Moi, j'étais priorité alpha, là, elle va mourir dans la prochaine heure. Donc, il a été redirigé, fait que on a gagné du temps là-dessus. Mes gars, je me rappelle qu'ils m'ont embarqué sur une civière sur la tailgate du véhicule qui était baissé, puis ils se sont dirigés dans le désert parce que l'hélicoptère ne voulait pas atterrir proche, parce qu'évidemment, c'est une zone dangereuse. Je me rappelle de mon sergent qui venait de prendre le commandement du peloton, qui me disait « Ça va aller, Chris, mais avec le ton du gars qui dit « Ça va pas, Chris. » Puis je me rappelle de m'être fait la réflexion, je me disais « Ah merde, ça va pas bien s'il me dit ça comme ça. » Puis je me rappelle aussi du soulagement, parce que on a évidemment appelé une force d'intervention rapide qui n'était pas tellement loin, Wilson, qui était un collègue à moi, qui a été activé à ce moment-là, puis ils sont venus nous donner un coup de main. Puis quand il est arrivé sur le terrain, je me souviens, là, j'ai plus ou moins connaissance, hein, j'avais les yeux fermés, puis
Mais il était proche à ma tête, puis il me dit « Chris, occupe-toi de toi, je m'occupe de tes gars. » Puis là, je me rappelle du soulagement. Le soulagement que j'ai eu à ce moment-là. Parce que vous vous sentiez coupable? Énormément. Énormément. Ouais. Là, c'est Coupable sûr, d'être en vie? pas à ce moment-là, je me sentais coupable de ne pas pouvoir aider mes gars. À ce moment-là, c'était. C'était moi le patron. C'est moi. Puis là, ben, je n'étais pas en mesure d'aider mes gars, tu sais. Mais quand il m'a dit ça, je me souviens, ça m'avait fait un bien incroyable. Puis là, je m'étais rentré dans ma petite carapace parce que je savais que je mourrais. J'avais déjà vu ça ailleurs. Hein. J'avais vu ce film-là à un autre moment donné, puis je me rappelle dans l'hélicoptère que j'avais froid, j'entends l'Américain qui crie, le technicien médical qui est dans l'hélicoptère qui crie, puis moi j'ai une fatigue, là, j'ai la fatigue qui embarque, mais une fatigue là, qui s'explique pas. Là, mais tu sais que si tu t'endors, tu te réveilleras pas. Tu sais. En tout cas, moi je savais. Alors, j'essayais de rester réveillé, puis je me souviens que je pensais à mes filles, parce que je me disais, c'est bien niaiseux de mourir là. Vous n'allez jamais voir comment ils vont devenir des femmes, tu sais, devenir des grandes personnes. Ça m'a tenu en vie. Quelques secondes, ou en tout cas quelques minutes, parce que j'étais devenu fâché, que ça arrive comme ça. Je me dis, hey, ça se peut pas. Éventuellement, mon cœur a arrêté, tu sais. Il est arrivé à l'aéroport, ils m'ont reparti. Procédure de réanimation. Les médecins embarquent sur moi. Je fais un autre arrêt cardiaque, évidemment, j'ai plus assez de sang. Mais à ce moment-là, j'ai plus conscience de rien. Moi, je me réveille, là, 7 jours plus tard, puis je suis en Allemagne. Parce qu'ils vous ont mis dans un coma artificiel. Ils m'ont mis dans un coma artificiel, là, dès qu'ils m'ont ramené. Et puis, ils m'ont maintenu en coma, là, le voyage que ça a pris de Kandahar à Bagram, puis de Bagram à Landstuhl en Allemagne, qui était l'hôpital où tous les blessés d'Irak et d'Afghanistan à ce moment-là transigeaient. Puis je me rappelle de me réveiller là-bas. Évidemment, tu te réveilles, tu es progressivement sevré de toutes les médications. C'est un peu comateux, puis tu sais pas trop ce qui se passe. Ça parle en allemand, ça parle en anglais. Moi, j'ai fait des études en Allemagne. Puis je te dis, hey, ça se peut-tu, je suis revenu à l'école. Tu sais, je suis revenu 10 ans en arrière. Puis là, j'étais encore à l'école. J'étais comme un rêve. Puis là, à un moment donné, je lève la tête, puis je vois au bout de mon lit ma mère, puis ma femme à ce moment-là. Puis là, j'ai compris, tu sais, OK, il est arrivé quelque chose. Ils ne savent pas si je vais faire je vais être capable de me rendre jusqu'au Canada. Fait qu'ils amènent les plus proches parents, là, mais ils viennent me rejoindre. J'avais aucune idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ma mémoire j'ai perdu après un mois à ce moment-là. Là. Je me rappelle de me coucher sur le camp et de me réveiller en Allemagne. Mais j'ai des cauchemars, par exemple. J'ai des cauchemars. Je me rappelle, je faisais un rêve récurrent où on était en patrouille. Christian, Mathieu étaient derrière moi en patrouille, comme leur position habituelle. Puis là, ils se tournaient vers moi, puis on savait que, tu sais, des fois, dans la patrouille, il y avait un ID, un danger explosif improvisé sur notre chemin, puis qu'il fallait qu'on passe par là, puis on allait sauter, tu sais. C'est un peu comme ça, des fois, ils rêvent. Puis là, Christian se retourne vers moi, puis il dit « Hey, boss, la dernière fois, c'est nous autres, là, c'est à toi d'y aller. » Puis là, le syndrome du survivant, ce que vous évoquiez un peu plus tôt, Dominique, là, ça a commencé à ce moment-là. Je pense que c'était ça un peu, là. Pourquoi moi? Mais éventuellement, là, j'ai été rapatrié jusqu'à Québec, j'étais à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Passé 3 semaines en soins intensifs, puis après ça, après 3 mois en traumatologie, avant d'aller faire le transit vers l'IRDPQ. Et une fois ces traitements terminés, le retour, ce que j'appellerais, pas à la vie normale, parce que visiblement, notre vie a changé. Comment on vit notre quotidien? Comment on apprend à vivre avec nos blessures? Bon, on l'apprend au jour le jour. Au début, évidemment, le cycle du deuil se fait par étapes. Des fois, on revient à nos étapes. Des fois, on passe par toutes les étapes, par contre. On n'en saute pas vraiment. Je me souviens, lorsque le général Nathan Chuck, qui était le commandant des Forces canadiennes à ce moment-là, est venu me visiter à l'hôpital, comme il le faisait pour à peu près tous les blessés, à ma connaissance. J'ai dit, donnez-moi 3 semaines, général, puis je retourne. Je croyais. Donc, ça c'est pas quotidien.
Les 3 premiers mois, ça va bien à l'hôpital, puis à l'hôpital dans mon cas, les 3 premiers mois, parce qu'on est dans le déni, puis on pense que ça va revenir comme avant. Éventuellement, passer ce temps-là, c'est là qu'on réalise tranquillement qu'il y a des choses qui ne reviendront pas. Des jambes, bon, le médecin te dit, tu ne marcheras plus jamais. Des choses comme ça, tu as ta main, tu ne pourras plus t'en servir. Puis là, tranquillement, toi, tu ne le crois pas, mais tranquillement, tu réalises que, OK, oui, peut-être que je vais pouvoir m'en servir, mais ça ne sera pas comme avant. Puis ça se fait par étapes. Puis au centre de réadaptation, on travaille beaucoup là-dessus, justement. Ce que j'ai passé à peu près 2 mois, 1 an, à réapprendre à marcher, parler, manger. Évidemment, mon visage avait été pas mal touché, moi. Fait que ça s'apprend au quotidien. Je n'ai pas pensé à ça de façon très, très structurée. Enfin, vous avez vécu une journée à la fois. Ah, t'es dans le Oui, dans le présent à ce moment-là. Absolument. Oui, puis c'est vraiment, plus que dans le présent, souvent, ça a été, OK, je vais te faire encore 5 minutes, on va voir ce qui va se passer. Puis il y a beaucoup de douleur, hein, à ce moment-là, beaucoup de douleur. La gestion de la douleur est très, très difficile. Donc, c'est ça, on apprend tranquillement. Et maintenant? Jusqu'à temps, c'est ça, jusqu'à temps qu'un projet qui se présente, puis un projet qui est en mesure de nous mobiliser, puis nous donner envie de passer. Moi, j'étais chanceux parce que j'étais un sportif un peu avant, puis un peu. J'étais un sportif avant, puis les forces avaient développé quand même tout un service pour les blessés qui offrait d'essayer des nouveaux sports, puis des ça. Puis j'avais participé à un week-end parce que un paquet de coachs, un paquet de disciplines étaient sur place avec l'équipement, puis ils nous faisaient essayer différents sports adaptés évidemment à nos conditions. J'étais en chaise roulante à ce moment-là, je me souviens, puis j'avais essayé le kayak, puis kayak de vitesse. J'avais un coach, puis tout ça, puis j'essayais, puis je tombais à l'eau tout le temps. Je passais beaucoup plus de temps dans l'eau que sur le bateau. Mais la coach, elle semblait, tu sais, dire, hey, la façon que ton corps est fait, tout ça, il me semble que t'aurais quelque chose. T'as-tu des vacances, tu sais? Ben là, des vacances, tu sais. On était en 2010 à ce moment-là, 2011, 2010. Et puis, viens à la maison 1 mois de temps, puis on va ramener tous les jours ensemble, puis je vais te faire, voir, puis j'ai accepté l'invitation, puis ça a commencé comme ça, puis ça avec les compétitions qui sont venues, championnats provinciaux, championnats canadiens, puis éventuellement, j'allais au championnat du monde, puis... Et vous avez performé, d'ailleurs. Oui, à la hauteur de ce que je pouvais amener. Mais au-delà de la performance, d'avoir ce projet-là, d'avoir cette capacité de s'améliorer à chaque coup de rame, me permettait d'une part de regagner un certain sentiment de fierté. Absolument. De dire, je suis capable de faire quelque chose, mais aussi de m'améliorer, de sentir moi-même que je m'améliorais dans quelque chose, alors que, jusqu'à ce moment-là, toutes mes capacités avaient diminué. Mais là, avec ça, je partais sur un nouveau pied. J'avais jamais fait de kayak avant. Puis, ça m'a vraiment... Ça a été ma bouée de sauvetage, moi, pour accepter un peu... développer mes capacités au maximum, mes capacités physiques au maximum peut-être. J'étais à une forme assez incroyable lorsque j'ai arrêté de compétitionner de façon comme athlète amateur. Mais aussi de m'accepter un peu comme je suis. Absolument. Comme le résultat de cette charmante mission. Et qu'est-ce que vous retenez de votre carrière militaire? Je me souviens qu'elle a été beaucoup trop courte. Ce qu'on retient de la carrière militaire, c'est toute la camaraderie, le sentiment d'appartenance, le sentiment d'être de partager un lien qui est très, très, je ne veux pas dire intime parce que les gens vont se faire des idées, mais qui est très fort, qui est très profond. Puis ça, on s'en rend compte, surtout quand on quitte, ou quand on est loin de nos troupes, quand on est loin des gens avec qui on a partagé on se rend compte, on avait vraiment ça, ce lien-là. Puis ça, c'est quelque chose que je peux pas oublier, là, ceux qu'on a laissés derrière, puis ceux qui sont revenus aussi, avec le temps, bon, j'ai eu à essayer de donner un coup de pouce à d'autres soldats qui avaient des difficultés. Et justement, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils soient militaires ou vétérans, et qui vivent des difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire?
Non, la recette est simple. C'est juste que la recette est simple, mais c'est jamais facile dans l'application. Pas s'isoler, première chose. Vraiment briser l'isolement, aller chercher, sortir de la maison, essayer des nouvelles choses. Puis quand je dis ça, c'est pas facile. Hein. Ça peut sembler facile pour monsieur, madame, tout le monde, là, mais il faut le vivre. C'est pas facile, mais il faut le faire. S'entourer de gens qui ont du positif. Les gens qui ont une tournure pour moi, ça a été les coachs, les athlètes d'un sport qui vivent dans un monde totalement différent, mais ils sont positifs. Ils ont un regard positif envers la vie. Ça m'a entraîné avec eux dans cette façon de voir les choses-là. S'entourer de gens positifs. Jamais lâcher. Jamais lâcher. C'était d'ailleurs votre devise. C'était la devise de l'équipe de combat B en 2009. Ne jamais lâcher. Puis ça m'est resté, puis c'est vrai, parce que tant que le cœur bat, puis qu'il y a une possibilité qu'on améliore nos choses, qu'on améliore notre façon, notre situation dans l'environnement. Lorsque le cœur a arrêté de battre, on n'a plus cette option-là. Et quels sont les projets futurs pour Christian Maranda? J'aimerais donner une réponse claire. Je vais travailler pour General Electric pour les 40 prochaines années. Non. Ça n'arrivera pas, mais je suis récemment retraité des Forces canadiennes. Ça va faire moins d'1 an là, encore. Donc, je suis encore à l'étape à me questionner beaucoup sur de quoi vont meubler mes 40 prochaines années. Le sport est terminé de façon compétitive. Ma carrière d'athlète s'est terminée aussi il y a un peu plus d'1 an. Donc, j'ai essayé du coaching d'athlète, j'ai essayé du coaching en entreprise, je donne des conférences, je suis à l'écriture d'un livre. J'essaie plusieurs choses, voir qu'est-ce qui va m'accrocher pour les 30-40 prochaines années. Je suis encore jeune, puis c'est certain qu'on en a encore quelques années à travailler, mais des projets, j'en ai beaucoup. Maintenant, puis j'essaie de ne pas trop me cerner, de ne pas trop me peinturer dans un coin à ce moment-ci. Mais des projets, j'en ai. Il en faut. Il en faut. Ah, Seigneur, oui. Mais Christian Maranda, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour votre grande générosité.